Le père du PDG noir s'est déguisé en maçon pour tester les employés. Choqué, il les a licenciés immédiatement. L'humiliation lui brûle la poitrine tandis que l'eau froide coule sur son visage ridé, détrempe sa chemise et forme une flaque à ses pieds. Victor Reed, l'arrogant directeur des opérations, ricane après avoir délibérément jeté un verre d'eau au visage de Thomas. « C'est à toi d'apprendre ta place, vieil homme inutile. » Les rires des jeunes cadres témoins de la scène résonnent dans le couloir. Le vieil homme reste immobile, les yeux baissés, absorbant chaque seconde de cette cruelle humiliation. Mais ce que Victor ne savait pas, c'est que ce simple maçon de 65 ans à l'allure tranquille et frêle n'était pas n'importe quel employé subalterne. C'était Samuel Johnson, le légendaire milliardaire fondateur de Johnson Enterprises, qui a bâti l'empire à partir de rien et qui est maintenant sous couverture pour découvrir la vérité sur sa propre entreprise. Au cœur d'Atlanta, Johnson Enterprises s'impose avec ses 40 étages de verre et d'acier, symbole du rêve américain réalisé par un homme noir qui a défié tous les pronostics. Samuel Johnson n'est pas né dans un berceau d'or. Fils d'un chauffeur de bus et d'une femme de ménage, il grandit à la périphérie de la ville, où les préjugés limitent ses rêves et ses opportunités. À l'âge de 23 ans, alors que les préjugés empêchaient encore les hommes noirs d'occuper des postes de direction, Samuel a osé rêver de sa propre entreprise de technologie. Il a commencé dans un garage loué, avec un capital emprunté à des amis, et a travaillé sans relâche pour faire de sa vision une réalité, ne dormant souvent que 4 heures par nuit et se heurtant aux portes fermées de personnes qui ne croyaient pas qu'un jeune homme noir puisse révolutionner l'industrie. 38 ans plus tard, Johnson Enterprises est devenu un géant mondial de la technologie, valant des milliards de dollars et employant des milliers de personnes dans le monde entier. Samuel n'a jamais oublié ses origines modestes. Il a mis en place des programmes de bourse pour les jeunes issus de communautés défavorisées et a veillé à ce que son entreprise soit un modèle de diversité et d'intégration. Mais le temps n'épargne personne. Après 4 décennies de dévouement absolu, sentant le poids de l'âge, il a décidé de passer les rênes à son fils unique, Marcus Johnson. Marcus, soigneusement formé par son père, est diplômé de Harvard avec mention et a été méticuleusement guidé pour comprendre les valeurs fondamentales de l'entreprise. L'égalité, la créativité et le respect de tous. Samuel pensait que son héritage était entre de bonnes mains. Cependant, après avoir quitté la direction de l'entreprise, des nouvelles inquiétantes ont commencé à lui parvenir par l'intermédiaire d'anciens collègues loyaux. Des rumeurs d'arrogance de la part des cadres, de mauvais traitements infligés aux employés subalternes, de discrimination subtile et d'un environnement de pression constante qui étouffait la culture du respect à laquelle il tenait tant. Dans un premier temps, Samuel a tenté d'ignorer ces rumeurs, pensant qu'il s'agissait peut-être simplement d'une résistance naturelle à un changement de direction. Mais lorsqu'une ancienne secrétaire de confiance l'a appelé en pleurant pour lui raconter comment elle avait été humiliée publiquement avant de démissionner, il a su qu'il ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. « Monsieur Johnson, l'entreprise que vous avez bâtie est en train de mourir de l'intérieur », ont été les mots qu'elle n'a cessé de résonner dans son esprit. Incapable d'ignorer ces signes alarmants, Samuel prend une décision audacieuse. Se déguiser en simple maçon engagé pour des réparations au siège de l'entreprise, en adoptant le nom de Thomas, afin de constater la vérité de ses propres yeux. Le premier jour, son cœur s'emballe, mêlant nervosité et incertitude, des sensations qu'il n'avait pas ressenties depuis des dizaines d'années. Il se teint les cheveux en gris, laisse pousser sa barbe pendant des semaines, adopte une posture légèrement voûtée et porte des vêtements simples qui cachent la carrure de l'homme qui faisait autrefois la couverture des magazines d'affaires. Dans son simple uniforme gris d'ouvrier du bâtiment, Samuel sent immédiatement son invisibilité dans les regards des jeunes cadres qui passent devant lui comme s'il faisait partie du décor. Il est rapidement présenté à une équipe de maintenance par un superviseur d'âge moyen dont la froideur est évidente. C'est le nouveau Thomas. Il est vieux, mais c'était le seul disponible. Montrez qu'il sert encore à quelque chose, dit le superviseur en lui tendant quelques outils de base avant de s'éloigner rapidement sans autre instruction. Perdu dans ses pensées alors qu'il arpentait le hall d'entrée qu'il avait lui-même conçu il y a des années, Samuel remarqua une silhouette qui s'approchait du couloir. Les pas résonnaient avec autorité et arrogance. C'était Victor Reed, le nouveau directeur des opérations dont Samuel n'avait entendu parler que par Marcus. Grand, les cheveux châtain clair soigneusement coiffés en arrière et impeccablement vêtus, il suffit d'un regard pour que Samuel ressente l'étouffante confiance en soi qui émane de cet homme. « Tu es nouveau dans le coin, n'est-ce pas ?» demande Victor d'un ton condescendant, en examinant Samuel de long en large. « Nous ne payons pas les vieux pour qu'ils travaillent lentement. Travaillez plus vite, je ne veux pas voir de saleté par ici. » Délibérément, Victor enjambe la zone fraîchement nettoyée, laissant des traces de boue alors qu'il s'éloigne, un sourire satisfait sur le visage. Au cours des semaines suivantes, Samuel est témoin d'une culture d'entreprise qu'il n'aurait jamais imaginée dans la société qu'il a construite avec tant d'amour et de dévouement. Il voit le personnel d'entretien baisser la tête, craintif, travaillant dans un silence absolu. Il a remarqué que les cadres parlaient d'un ton dur à leur secrétaire,
qu'ils ignoraient complètement le personnel de nettoyage et que les réunions se déroulaient dans la crainte plutôt que dans le respect. La cruelle réalité l'ébranle profondément, mais il sait qu'il doit poursuivre son enquête jusqu'à ce qu'il connaisse toute la vérité. Mais Samuel sera-t-il capable d'endurer les humiliations quotidiennes pour découvrir toute la vérité? Jusqu'où ira la cruauté de ces cadres abusifs? Et comment son fils Marcus réagirait-il en découvrant ce qui se passait sous son commandement? Si vous êtes curieux de découvrir la suite de cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette incroyable aventure. Au fil des jours, la réalité de Johnson Enterprises devient de plus en plus inquiétante pour Samuel. L'empire qu'il a bâti sur des valeurs d'égalité et de respect abrite désormais une culture toxique qui prospère dans l'ombre. En tant que Thomas, le vieux maçon invisible, il assiste chaque jour à des scènes qui lui déchirent le cœur. Un jeudi, alors qu'il répare une fuite au 38e étage, Samuel voit Victor Reed humilier publiquement une jeune femme de ménage du nom de Lucia, une immigrée hondurienne qui parle à peine l'anglais. Victor a crié « As-tu la moindre idée du prix de ces chaussures ?» après que Lucia a accidentellement renversé une bouteille de produit de nettoyage, éclaboussant ses chaussures importées. Tu crois que tu pourrais les payer avec une année entière de ton salaire de misère? Les gens comme toi doivent apprendre à prendre leur place. Lucia, terrifiée, se contente d'incliner la tête en signe d'excuse, mais Victor ne se laisse pas apaiser. Il s'est approché d'elle, le ton menaçant. Si cela se reproduit, ne pense même pas à revenir ici. Puis il part, la laissant paralysée dans le couloir, des larmes silencieuses coulant sur son visage pâle. Samuel se précipite pour la réconforter, le cœur serré de voir la jeune femme trembler, essuyer ses larmes et continuer à travailler comme si de rien n'était. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Les hommes comme lui ne sont grands que parce que les autres se font petits », lui chuchote-t-il en l'aidant à nettoyer le désordre. « Merci, monsieur Thomas », répond Lucia d'une voix tremblante. « J'ai besoin de ce travail. J'ai 2 enfants en bas âge. Mais Victor Reed n'est pas le seul problème. » Samuel se rend vite compte que Diana Collins, la directrice financière, est tout aussi dangereuse. Diana, une femme d'une 40aine d'années aux yeux aussi froids que la glace, traitait les employés subalternes comme des outils jetables. « Thomas, nettoie encore mon bureau », ordonne-t-elle un après-midi, alors que Samuel vient de le terminer. « Il y a de la poussière dans les coins. Et pendant que tu y es, explique-moi pourquoi nous embauchons encore des gens de ton âge alors que des robots feraient mieux le travail. » Samuel baissa la tête, feignant la soumission, tandis que Diana poursuivait « Nous devrions tous vous remplacer par quelque chose de plus efficace. Votre genre est un gaspillage des ressources de l'entreprise. » Diana part, laissant Samuel dans une profonde souffrance. Ces mots n'étaient pas seulement cruels, ils contredisaient tout ce que Johnson Enterprises représentait. L'entreprise qui avait créé des programmes de retraite exemplaires et valorisé l'expérience des employés plus âgés les traitait désormais comme des fardeaux indésirables. Au cours du déjeuner dans la cantine du personnel, un environnement simple qui contrastait fortement avec l'élégant restaurant de direction du 40e étage, Samuel a commencé à nouer des liens avec d'autres travailleurs. Là, entre des sandwichs enveloppés dans du papier d'aluminium et du café chaud, ils partagent leurs histoires. Cela a commencé il y a environ 2 ans, explique Miguel, un concierge de 50 ans qui travaille dans l'entreprise depuis plus de 10 ans. Lorsque l'ancien monsieur Johnson est parti et que les nouveaux directeurs ont pris le relais. Au début, ce n'était que de petits changements, mais ensuite... Puis il y a eu la restructuration, ajoute Hélène, une réceptionniste plus âgée qui travaille dans le hall principal. Ils ont réduit nos avantages, augmenté les objectifs, commencé à nous traiter comme des produits jetables. Avez-vous essayé de parler au RH? Demande Samuel avec prudence. Tout le groupe rit amèrement. Stéphanie Chen au RH? Dit Miguel en secouant la tête. C'est la pire de toutes. Toute plainte que vous lui adressez revient sous forme d'avertissement dans votre dossier. 3 personnes ont été licenciées pour s'être plaintes du traitement qu'elles avaient reçu. Samuel sent une rage froide monter en lui. Il avait personnellement engagé Stéphanie 5 ans plus tôt, en lui promettant de toujours veiller au bien-être des employés. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un vendredi pluvieux. Samuel est en train de réparer une fenêtre qui fuit dans le bureau principal, au 41e étage, lorsqu'il entend des voix provenant de la salle de réunion attenante. Il les reconnaît immédiatement. Victor Reed, Diana Collins et Stéphanie Chen sont en réunion avec leur fils Marcus. Les chiffres sont excellents pour ce trimestre, déclare Victor, la voix chargée de fierté. Nous avons augmenté la rentabilité de 15% en réduisant les coûts inutiles. Excellent travail, répond Marcus. Mon père s'est toujours trop focalisé sur le bien-être des employés, oubliant que nous sommes une entreprise, pas une association caritative. Samuel s'est figé. Son cœur s'est brisé en entendant les mots de son fils.
Ce vieil imbécile a battu une entreprise solide, dit Diana d'un ton dédaigneux, mais ses méthodes étaient dépassées. Les entreprises modernes exigent de l'efficacité, pas de la sensiblerie. Je suis d'accord, dit Stéphanie. Toutes ces politiques de soutien aux employés épuisaient nos ressources. Le rire qui a suivi a été comme un coup de poignard dans le cœur de Samuel. Son propre fils avait trahi tout ce qu'il représentait en se laissant corrompre par des cadres sans scrupules. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement vide, Samuel prend une décision. Il ne suffit plus d'observer, il faut agir. Assis à la table de la cuisine, il commence à organiser les preuves qu'il a recueillies. Enregistrements audio réalisés discrètement sur son téléphone, notes détaillées des incidents, noms des employés prêts à témoigner. Tout en élaborant son plan, Samuel réfléchit à tout ce que son déguisement a révélé. En tant que PDG, il avait toujours cru qu'il connaissait parfaitement son entreprise, mais ce n'est que maintenant, en vivant comme un travailleur invisible, qu'il réalisait la véritable nature de son empire. « Marcus, mon fils, se dit-il, tu as oublié la leçon la plus importante que j'ai essayé de t'enseigner. La véritable valeur d'une entreprise ne réside pas dans ses bénéfices, mais dans les personnes qui la construisent chaque jour. » Samuel ouvre son ordinateur portable et tape un email à Benjamin Lewis, le président du conseil d'administration et son plus vieil ami. « Ben, il faut qu'on parle d'urgence. Il est temps de faire le ménage. » Le vieux lion sortait de son sommeil. Et lorsqu'il rugit, c'est tout Johnson Enterprises qui tremble sous la force de sa juste fureur. Au cours des 2 semaines suivantes, Samuel prépare méticuleusement chaque détail de son plan. À l'aide de minuscules caméras et de microphones dissimulés dans son uniforme de maçon, il documente systématiquement chaque abus, chaque commentaire dégradant, chaque violation des politiques de l'entreprise qu'il a lui-même créée. Un lundi matin, Johnson Enterprises vibrait de l'énergie frénétique caractéristique du début de semaine. Au 43e étage, la salle de réunion principale était préparée pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration, convoquée par Benjamin Lewis à la demande d'un investisseur anonyme qui prétendait détenir des informations critiques sur des irrégularités dans la gestion actuelle. Victor Reed est entré dans la salle avec son arrogance habituelle, suivi par Diana Collins, Stéphanie Chen et enfin Marcus, tous affichant des expressions d'irritation face à cet appel inattendu. Qui est ce mystérieux investisseur qui pense pouvoir nous convoquer de la sorte? Grommela Victor en ajustant sa coûteuse cravate. Diana hausse les épaules. Probablement un actionnaire minoritaire qui essaie de se sentir important. Nous allons régler cela rapidement, assura Marcus avec assurance. Personne ne remettra en question nos méthodes lorsqu'il verra les résultats financiers de ce trimestre. Les membres du conseil d'administration ont pris place et Benjamin Lewis, un homme noir de 68 ans aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable, s'est levé pour prendre la parole. Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette réunion à la demande de quelqu'un qui détient des informations troublantes sur la gestion actuelle de Johnson Enterprises. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Thomas, le vieux maçon, entre avec une boîte à outils. Victor se lève immédiatement, furieux. Qu'est-ce que ce maçon fait ici? Nous avons une réunion importante. Benjamin sourit. Continuez, monsieur. À la stupéfaction générale, Thomas se dirige calmement vers le bout de la table, pose sa boîte à outils et se place à côté de Benjamin. Quelle est cette absurdité? S'écrie Diana. Faites sortir cet homme d'ici. Thomas regarde directement Marcus, dont le visage montre de la confusion et de l'irritation. Puis il commença lentement à enlever sa fausse barbe, ses faux sourcils et le déguisement qu'il portait depuis des semaines. Un silence sépulcral envahit la pièce lorsque le vrai visage de Samuel Johnson émergea des couches du déguisement. Marcus pâlit comme s'il avait vu un fantôme. Victor et Diana se figèrent sur leur siège, tandis que Stéphanie laissa tomber le stylo qu'elle tenait. « Papa » dit Marcus d'une voix presque inaudible. Samuel resta silencieux un moment, son regard parcourant tous les visages de la pièce avant de se poser sur son fils. Pendant 4 semaines, sa voix a résonné avec force. J'ai parcouru les couloirs de l'entreprise que j'ai construite en tant qu'homme invisible. J'ai été témoin de choses que je n'aurais jamais imaginées possibles entre ces murs. Se tournant vers un technicien dans un coin de la pièce, Samuel fait un geste. Les lumières s'éteignent et un projecteur illumine le mur. S'ensuit un montage dévastateur. Victor verse de l'eau sur Samuel, Diana humilie des employés âgés, Stéphanie menace de licencier quiconque se plaint et, plus douloureusement, Marcus reconnaît que la vision de son père est démodée et sentimentale. Ce ne sont là que quelques-unes des centaines d'heures d'images que j'ai recueillies, a déclaré Samuel, la voix chargée de déception. Je ne suis pas seulement venu en tant que père ou fondateur trahi, mais aussi en tant que témoin de la souffrance de braves gens écrasés par des dirigeants sans caractère. Victor tente d'intervenir. Monsieur Johnson, c'est complètement hors contexte. Silence.
Samuel frappe la table avec une force surprenante. Vous avez versé de l'eau sur moi, vous vous êtes moqué de moi, vous avez humilié Lucia parce qu'elle avait renversé une bouteille de nettoyage. Tu crois que je ne sais pas reconnaître un abus de pouvoir quand j'en vois un? Le visage de Victor a perdu toute couleur. Samuel fixe alors Diana. Tu as dit que les gens comme moi étaient inutiles et un gaspillage de ressources. Ce sont des gens comme moi qui ont construit cette entreprise. Diana baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Et toi, Stéphanie, poursuit Samuel, tu as transformé le département créé pour protéger nos employés en un instrument d'intimidation. Enfin, Samuel se tourne vers son fils et sa voix s'adoucit, chargée de tristesse. Et toi, Marcus, la plus grande déception de toutes. Non seulement tu as permis que cela se produise, mais tu y as activement participé, trahissant toutes les valeurs que j'ai essayé de t'enseigner. Marcus essaie de parler, mais les mots ne sortent pas. Samuel s'est alors adressé au conseil d'administration. En tant que fondateur et actionnaire individuel encore plus important de Johnson Enterprises, j'exige la démission immédiate de Victor Reed, Diana Collins et Stephanie Chen. Quant à vous, Marcus, il marqua une pause douloureuse. Vous êtes temporairement relevé de vos fonctions de PDG, en attendant une évaluation complète de vos actions. Benjamin Lewis se lève. Tout le monde est d'accord? Les mains se lèvent à l'unanimité. Il était impossible d'argumenter contre les preuves présentées. Sécurité, appelle Benjamin, escortez M. Reed, M. Collins et M. Chen hors du bâtiment. Vos affaires vous seront envoyées plus tard. Alors que les trois hommes étaient emmenés, protestant inutilement, Samuel s'approcha de Marcus, qui restait immobile, dévasté par la révélation. « Pourquoi, papa ?» murmure enfin Marcus. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir directement ?» Samuel pose la main sur l'épaule de son fils, le regard mêlé de déception et d'espoir. « Parce que parfois, mon fils, la seule façon de voir la vérité, c'est à travers les yeux de ceux qui souffrent. » Les jours qui ont suivi la révélation dramatique dans la salle du conseil d'administration ont été marqués par une profonde transformation au sein de Johnson Enterprises. La nouvelle de la dissimulation du fondateur légendaire et de la démission des cadres abusifs s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc dans toute l'industrie. Les médias tentent désespérément d'obtenir une interview de Samuel Johnson, le milliardaire qui a travaillé comme maçon pour défendre les opprimés. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'entreprise, un nouvel esprit commence à s'épanouir. Samuel, qui a temporairement repris les rênes de l'entreprise, ne tarde pas à mettre en œuvre de profonds changements structurels. Sa première action est de convoquer une assemblée de tous les employés, des cadres au personnel d'entretien. Dans le grand auditorium bondé, Samuel monte sur scène, vêtu d'un costume impeccable, mais portant symboliquement la même boîte à outils que celle qu'il utilisait sous le nom de Thomas. Le silence est absolu lorsqu'il prend la parole. Pendant 4 semaines, j'ai été Thomas parmi vous. J'ai porté des outils, réparé des murs, subi des humiliations. Pendant ce temps, j'en ai appris plus sur notre entreprise qu'en des années passées dans un bureau de direction. Aujourd'hui, je promets à chacun d'entre vous que Johnson Enterprises sera à nouveau un endroit où le respect est à la base de tout ce que nous faisons. Samuel a immédiatement annoncé des augmentations de salaire pour les employés opérationnels, la création d'un canal de dénonciation directement lié au conseil d'administration et un programme de mentorat qui oblige les cadres à travailler périodiquement à différents niveaux de l'entreprise afin de comprendre tous les aspects des opérations. Lucia, la femme de ménage qui avait été humiliée par Victor, a été promue superviseur des services généraux avec un salaire décent. Miguel, le gardien vétéran, a été nommé au sein d'un nouveau comité de bien-être des employés, doté d'un réel pouvoir de mise en œuvre des changements. Hélène, la réceptionniste, a reçu une bourse pour terminer ses études tout en conservant son emploi. Pour beaucoup, cependant, la plus grande surprise a été le sort réservé à Marcus. Au lieu de le renier ou de le renvoyer définitivement, Samuel a tracé la voie de sa rédemption, une voie qui nécessiterait de l'humilité et un travail acharné. Un après-midi ensoleillé, 2 semaines après la révélation, Marcus Johnson se tenait sur un chantier de construction de l'entreprise, vêtu d'un uniforme d'ouvrier, transpirant en transportant des matériaux de construction. À côté de lui, Samuel le regarde d'un œil attentif. « Papa, je commence à comprendre », dit Marcus pendant une pause, ses mains calleuses tenant une bouteille d'eau. « Je pensais que diriger signifiait maximiser les résultats à tout prix. Je me trompais complètement. » Samuel a hoché la tête d'un air pensif. « Le vrai leadership, mon fils, n'est jamais une question de pouvoir. C'est une question de service. Pendant 1 mois, tu travailleras dans tous les services de cette entreprise, de l'atelier à la maintenance, du nettoyage au service clientèle. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras diriger à nouveau, si les employés t'acceptent. » Au cours des mois suivants,
Marcus s'est profondément transformé. L'arrogance qui le caractérisait a fait place à une véritable humilité. Il apprend les noms des employés, écoute leurs histoires et partage les repas à la cantine des travailleurs. À la fin de sa période des apprentissages, 87% des employés ont voté pour lui donner une seconde chance en tant que PDG. Lors de la cérémonie de sa réintégration, Marcus a ému tout le monde avec des mots simples. J'ai appris qu'une entreprise n'est pas constituée de bâtiments, de produits ou de bénéfices. Une entreprise, c'est son personnel. Et je promets d'honorer chacun d'entre eux chaque jour. Quant aux cadres licenciés, leur carrière s'est effondrée après la révélation de l'affaire. Victor Reed a tenté de poursuivre l'entreprise pour diffamation, mais les preuves étaient incontestables. Diana Collins a été contrainte de restituer les primes obtenues en réduisant les programmes d'avantages sociaux. Stéphanie Chen est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce sur la façon de ne pas gérer un département des ressources humaines. Un an après l'incident connu sous le nom de « déguisement du fondateur », Johnson Enterprises a enregistré ses meilleurs résultats depuis 10 ans, non seulement en termes de bénéfices, mais aussi de satisfaction des employés, de rétention des talents et d'impact social positif. Le jour même où Samuel s'était déguisé en maçon, l'entreprise a inauguré l'Institut Thomas Johnson pour le leadership éthique, dont la mission est d'enseigner aux futurs dirigeants d'entreprise à accorder autant d'importance aux personnes qu'aux résultats. Dans son discours inaugural, Samuel a partagé la leçon qu'il avait apprise. La véritable grandeur d'une entreprise ne réside pas dans les murs qu'elle construit, mais dans les personnes qu'elle héberge. N'oubliez jamais que l'employé le plus humble porte en lui une dignité et une valeur incalculables. Et qu'aucun profit ne peut justifier que l'on porte atteinte à cette dignité. Marcus, devenu un leader transformé, se tenait à côté de son père, ses yeux reflétant le même engagement envers l'éthique et le respect qui avait caractérisé Samuel pendant des décennies. Ce jour-là, tous les employés de Johnson Enterprises ont pris conscience d'une vérité fondamentale. Le véritable héritage d'un dirigeant ne réside pas dans les empires qu'il construit, mais dans les valeurs qu'il cultive et les vies qu'il transforme pour le meilleur. Si cette histoire vous a touché au cœur et vous a fait réfléchir à la véritable valeur des personnes sur le lieu de travail, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Feriez-vous la même chose que Samuel pour protéger les plus vulnérables? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur le courage, la justice et la transformation personnelle comme celle-ci. Après tout, la plus grande force vient parfois de ceux qui choisissent de se faire tout petits pour défendre les plus invisibles.